Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec l'éditeur David Fauré. David, tu travailles dans l'édition et le graphisme depuis plus de 20 ans et tu as fondé les éditions La Main Donne en 2011. Tu habites dans l'Aveyron et je suis contente qu'on ait pu se retrouver en ce mois de mars très gris au quai de la photo. Donc, je suis sur une péniche, donc vous entendrez peut-être des bruits de houle, des bruits de bateau, parce qu'il y a... l'eau et la Seine est très haute en ce moment. Tu as édité de nombreux livres de photos et en particulier des livres avec le tireur Guillaume Jeunesse que j'ai interviewé dans l'épisode 96 du podcast. Dans cet entretien, je souhaiterais qu'on aborde tes projets liés aux éditions La Main Donne, bien sûr, la genèse, les difficultés ou en tout cas les évolutions que tu as pu rencontrer. Pour commencer notre entretien, est-ce que tu pourrais te présenter et revenir sur l'environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que dans ta famille, est-ce que dans tes amis, il y avait des personnes qui s'intéressaient aux images, à l'édition, à la photographie? À la photographie, non. Mes parents étaient enseignants, étaient instituteurs dans un petit village en Eure-et-Loir et ils avaient une chambre noire et ils faisaient travailler les élèves ils faisaient prendre des photos aux élèves et ils faisaient développer les images. Plastique? Non, Ils étaient enseignants. Ils étaient enseignants, on était du CP jusqu'au CM2. Ah oui, donc voilà. dès ce niveau-là, c'était des... Voilà, on s'amusait à faire comme ça des espèces Super. de petits reportages. On prenait les photos, on les développait. Voilà, mais c'était une pratique très rapide et moi j'avais aucune culture de la photographie il y a encore 15 ans. Moi je viens alors j'ai toujours été un amoureux des livres, il y a toujours eu des livres chez moi. Mais moi j'ai fait des études d'édition. Et mon rêve à la base, c'était pas de faire des livres de photos, c'était de faire des livres de littérature. Voilà, moi, Et qu'est-ce que ça veut dire faire des études d'édition? C'était quoi comme... C'est un DESS à Villetaneuse, voilà, qui nous apprend très rapidement les fondamentaux de la fabrication, de l'édition, du droit, de la mise en page, de façon très rapide, sur 6 mois. Et après, on fait des stages dans des maisons d'édition. Donc, j'ai fait des stages comme ça aux éditions Azan, aux éditions POL, aux éditions Hermann. Et voilà. Donc, c'est une formation assez rapide, finalement, mais qui nous permet d'avoir le pied à l'étrier parce que beaucoup de professeurs sont des professionnels du livre. Et très vite, on trouve des stages dans les structures d'édition. Et donc, du coup, au début, pas spécialement la pas la photo. Moi, la photo, je connaissais rien à la photo. Non, moi, je rêvais de devenir le successeur de Paul Tchaikovsky-Laurence aux éditions POL. J'étais vraiment... ce qui m'intéressait, c'était la littérature. Et puis, par le plus grand des hasards, j'ai été contacté par les éditions du Rouergue, en Aveyron, dans le sud, pour devenir chef de fabrication de cette maison d'édition qui à la base faisait des beaux livres adultes, des livres sur les différentes activités qu'on pouvait trouver en Aveyron, sur les paysages de l'Aveyron, ce qu'on appelle le beau livre en général, et qui surtout avait une collection de jeunesse, des albums jeunesse qui étaient assez révolutionnaires. Voilà, Olivier Douzou avait monté cette partie des éditions. Et on faisait une vingtaine d'albums jeunesse. En quoi c'était particulier ? Il y a eu plusieurs éditeurs qui ont été importants dans le livre jeunesse. Il y a eu évidemment l'École des loisirs, il y a eu le Seuil à un certain moment, et puis le Rouergue est arrivé avec une façon de faire des livres qui était très différente. C'était considérer le livre comme un terrain de jeu, c'est-à-dire ne pas simplement avoir une image et puis un texte qui vient illustrer une image. Ça c'était dit de façon assez basique, mais voilà, le texte devenait une image en soi. Et voilà, il y a eu c'était une sorte Olivier Douzou a été débauché plein de jeunes illustrateurs qui avaient encore jamais fait, qui venaient de Strasbourg, des Beaux-Arts de Strasbourg, d'autres endroits, et il a inventé une autre façon de faire du livre jeunesse, une autre façon de lier le texte à l'illustration, d'amener une illustration nouvelle aussi. Donc il y avait quelque chose de complètement nouveau
Ça a été, oui, il y a une grande période de 15 ans où les éditions du ROEAG inventaient des choses. Et je pense que moi, c'est ça qui m'a vraiment façonné. C'est-à-dire, imaginer qu'un livre soit un terrain de jeu. Imaginez qu'un livre, ce soit pas spécialement une couverture, ensuite une page de titre, une page de faux titre, et puis ensuite le contenu du livre qui arrive, et puis on finissait avec un texte à la fin, une quatrième de couverture, mais qu'on pouvait tout à fait commencer commencer le livre par la couverture, qu'on n'était pas obligé de mettre une page de titre, on pouvait dire des choses sur la quatrième de couverture, qui faisait partie de la narration du livre. Donc voilà, cette idée de se dire le livre, c'est un objet vraiment à part et on peut en faire encore une fois un terrain de jeu, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Moi, j'ai tout appris sur le livre, sur la fabrication d'un livre, sur le travail sur l'édition aux éditions du ROEAG avec Olivier Douzou. Et je pense que quand j'ai commencé à faire des livres photos, alors j'ai évolué évidemment en 11 ans, mais il y avait quelque chose qui m'est resté de ça, de travailler sur l'objet, de pas se donner des contraintes trop formelles à certains moments ou attendues, et de se donner le plus de liberté possible tant qu'il y a du sens. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai appris en faisant des livres jeunesse. Et tu es resté combien de temps à faire ces livres jeunesse? Je suis resté quelque chose comme une dizaine d'années comme chef de fabrication. Et puis après, on a eu une autre aventure. On est monté avec plusieurs personnes à Paris. J'ai participé à la création des éditions L'Ampoule, qui avait un peu comme vocation de donner aux adultes ce qu'on donne aux enfants avec les albums, c'est-à-dire d'imager ce qui ne peut pas être écrit ou écrire ce qui ne peut pas être imagé. Voilà. Ça a pas duré très longtemps, même si on a eu beaucoup de couverture médiatique, mais commercialement, ça a pas marché. Donc, aujourd'hui, je retravaille pour les éditions du ROEAG, toujours avec Olivier Douzou sur les albums jeunesse. Et puis, il y a 11 ans, donc, j'ai fondé alors La pourquoi? Main Donne. Comment, quelle est la genèse et aussi je voulais aussi qu'on parle du nom. Ah, le nom. Bon, on n'y coupera pas puisque tout le monde me le demande. Déjà la genèse, c'était des rencontres en fait. Déjà j'arrivais vers 40 ans, je me disais que ça serait bien qu'à 40 ans quand même j'arrive à faire quelque chose de mes 10 doigts, de pas simplement travailler pour les autres, mais de construire quelque chose. Alors moi, j'écris pas, je dessine pas, je prends pas de photos. J'ai pas ce côté artiste, mais par contre, j'avais le sentiment, en tout cas, que je savais réfléchir sur la construction d'un livre et sur la façon dont on pouvait travailler avec un auteur pour inventer quelque chose dans le livre, pour inventer un nouveau livre. Pour l'édition, donc je m'étais dit, il faudra quand même qu'à 40 ans, peut-être que tu fasses quelque chose. Et puis, du coup, il y avait quelque chose qui était prêt en moi, et j'ai rencontré un ami qui faisait des photos sur l'Afrique, et puis simplement pour lui donner un coup de main, on a fait un livre de photographie sur l'Afrique, Jean-Pierre Devals. Et puis ce livre-là, il s'est vendu tout seul à 500 exemplaires, alors qu'on n'avait pas de réseau librairie, on avait simplement les amis, notre réseau à nous. Et au-delà de cette petite réussite, ça m'a donné vraiment envie de me dire, mais si je faisais d'autres livres photos, voilà. Donc après, il y a eu une rencontre avec Joseph Charrois, qui était un ami d'amis, qui avait un projet photographique qui était déjà abouti, qui s'appelait Chat Lunatique, et je lui ai proposé de faire ce livre. Donc on a fait ce livre sur lequel j'ai pas vraiment travaillé comme je travaille aujourd'hui sur des livres, c'est-à-dire à partir de zéro, simplement à partir d'un corpus photographique. Et là, il a fallu se dire, mais si on veut le vendre, il faut peut-être mettre un nom sur cette maison d'édition. Et donc, c'est devenu La Main Donne. Alors, La Main Donne, pourquoi? On me le demande souvent, c'est pas très intéressant, mais c'était simplement, voilà, c'était La Manoda. C'était le début des prénoms de chacun des membres de ma famille, Laetitia, Marius, Noé, David, et on m'a dit que plus ou moins la Manoda, ça pouvait en espagnol correspondre à quelque chose, peut-être pas de façon très littérale, qui voulait dire la main donne. Donc voilà, j'ai tout attaché pour pas donner ce sentiment de quelque chose d'un peu chrétien, catholique, la main qui donne, mais ça m'empêche pas d'avoir droit en général à un nom qui est écrit en trois mots. Voilà. C'est sans doute pas le mot, le nom de maison d'édition le plus intéressant, mais maintenant je vais pas en changer au bout de 11 ans. Donc voilà, je fais avec La Main Donne et c'est devenu un mot qui a pas de sens précis, mais voilà. Non, mais une signature. Je trouve qu'on peut imaginer pas mal de choses avec un titre comme ça. Enfin, en tout cas, vu que c'est pas un prénom, enfin un nom-prénom de quelqu'un, Ouais. on peut, chacun, je pense, peut aussi
voilà, avoir une image ou en tout cas, en tout cas, moi, Il y avait pas vraiment de volonté de choisir un titre qui avait du sens. Ça a été, il fallait trouver quelque chose et j'ai jamais été très fort pour les titres. C'est souvent pas moi qui trouve les titres des livres que j'édite, c'est souvent les photographes. Et voilà, j'allais pas mettre David Fourré, donc j'ai mis La Manoda, qui est devenue La Manoda. Et de façon très opérationnelle, est-ce que tu pourrais revenir sur un projet que tu as fait et pour expliquer aux personnes qui se posent des questions sur comment est-ce qu'on fait un livre photo, un peu découper toutes les différentes actions parce que nous, voilà, on voit le résultat, on voit le livre, mais est-ce que revenir un petit peu sur les différentes étapes qui... Alors évidemment, j'imagine que ça peut changer en fonction des Ouais. projets, mais un petit peu découper les différents aussi personnes qui aussi interviennent sur un livre. Avec Il y a peut-être un 1000 exemple. façons, il y a 1000 façons de faire des livres photos. Alors, moi, je travaille seul déjà, donc ça réduit le nombre d'intervenants sur les livres, un peu moins aujourd'hui. Ça commence déjà par une rencontre. Ça commence par une rencontre soit avec un photographe, soit avec un corpus d'images. Et à partir de ce moment-là, on contacte le photographe si besoin, si on le connaît pas déjà. Mais avec ce corpus d'images, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il suffit pas d'avoir des images qu'on aime, parce que sinon on fait un catalogue, on fait une succession de photos, de jolies photos, mais qui racontent pas quelque chose. Mais tout le travail, ça va être déjà de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière ce corpus photographique. Les photographes le savent pas toujours. Donc, il y a tout un temps comme ça de maturité pendant lequel on vit avec ces images. Ça prend du temps en général. Il y a plusieurs mois pendant lesquels on vit avec ces images, pendant lesquels on discute avec le photographe. On essaye de le faire parler un petit peu. Alors, il y en a qui parlent très facilement, il y en a qui parlent beaucoup plus difficilement. Tous les photographes ont pas la même faculté à parler de leur travail. Mais au-delà de l'image, il y a quelque chose qui transparaît du photographe lui-même, des émotions qu'il a traversées. Peut y avoir un message. C'est pas tellement le cas dans mes livres qui sont plus des livres qui parlent de l'intimité, qui parlent de moi ce que j'aime dans les livres, c'est quand les photos sont dans la photo, c'est quand les photos sont sales. Alors qu'est-ce que je veux dire par sale? J'aime pas les photos glacées, la belle image. Moi, j'aime quand dans l'image il y a quelque chose du photographe qui apparaît. C'est quelque chose d'assez magique. On ne sait pas comment ça arrive, hein, mais il y a un regard du photographe quand il prend la photo qu'on arrive à sentir en regardant cette image. Comme on dit qu'il faut lire entre les lignes, moi je suis persuadé qu'il faut voir au-delà de l'image, au-delà de ce qui est représenté sur l'image. Donc la première étape, c'est d'essayer avec le photographe un petit peu de comprendre un peu de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va raconter. Alors il n'y a pas toujours quelque chose de littéraire, hein, il n'y a pas quelque chose ou de littéral, il n'y a pas quelque chose qui a un début et une fin, mais il y a une émotion, il y a une sensation qu'avait le photographe au moment où il faisait ce travail. Ça peut être aussi tout simplement quand c'est dans le cadre d'un voyage par exemple, il n'y a pas toujours quelque chose qui raconte un pays ou qui raconte le voyage de ce photographe, mais voilà, le photographe est attiré par quelque chose et l'idée de l'éditeur, c'est d'essayer de trouver la bonne forme pour que ce qu'on a compris de cette série photographique apparaisse le mieux possible dans le livre. Donc là, on va faire des choix qui sont multiples, hein. On va imaginer un format de livre. Est-ce que c'est quelque chose de très petit qui se met dans la poche presque? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu intime? Est-ce qu'au contraire, on a envie de quelque chose d'assez grand, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de plus immersif? Est-ce qu'on va utiliser un papier offset ou un papier couché, quelque chose qui va nous permettre d'avoir des couleurs très clinquantes ou au contraire d'avoir quelque chose de beaucoup plus intime? Quel ordre on va donner aux photos? C'est ce qu'on appelle l'editing. Sur cette série, comment on va commencer dans le livre, comment on va finir, dans quel ordre on va mettre ces images? Quel type de mise en page? Est-ce que c'est que des grandes images sur une double page? Est-ce qu'on va mettre plusieurs images qui se répondent sur une double page? Ça, c'est très important parce que deux images qui sont en face, en vis-à-vis sur une double page, elles peuvent s'amener quelque chose et en sortir presque plus intéressantes. Mais de la même façon, deux images sur la même double page, elles peuvent se manger l'une l'autre et on peut perdre le côté iconique d'une image comme ça. Donc tous ces choix
que moi je résume sous un peu le terme de l'écriture photographique et qui me tient très à cœur. Tout ce choix, ça va donner une certaine forme au livre, un certain rythme au livre. C'est un peu comme un morceau de musique, hein. Est-ce qu'on va être toujours au même niveau? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va monter, qui va descendre, qui va être très saccadé, avec des acmés, avec des choses beaucoup plus voilà. Tous ces choix-là sont des choix qui vont venir soutenir un petit peu ce qu'on croit avoir compris du travail photographique. Et voilà. Et l'idée de l'éditeur, c'est de le mettre en scène dans un livre. Et donc là, c'est des allers-retours avec. Là, c'est des allers-retours avec les photographes. Alors là encore, c'est très différent parce qu'il y a des photographes qui ont cette habitude-là de l'editing, qui arrivent déjà avec des choses qui sont avec un choix d'image déjà très resserré, avec des idées de mise en page, avec des idées de format, de papier, et puis d'autres qui arrivent avec 2000 images et puis Voilà. et puis bah voilà, il faut faire ensemble un premier choix. Donc souvent ça, avec les photographes avec qui je travaille, quand il y a vraiment beaucoup d'images, voilà, on fait une espèce de passage très rapide. Il y a non, oui, bof. Non, on met tout ce qui nous parle pas dans un premier temps. Oui, ce qui nous paraît vraiment essentiel au livre. Et bof, qui est une sorte de deuxième choix. C'est comme ça que j'appelle mes fichiers à chaque fois. Et faut être là, il faut pas réfléchir. Enfin, moi, faut faire un peu confiance à nos ressentis. Quitte à revenir dessus, hein. On est sans arrêt en train d'aller fouiller dans le dossier bof ou dans le dossier non, ou d'enlever des choses du fichier oui. Et on commence comme ça à faire une première sélection d'images. Si on avait 2000 images, bon, souvent il y en a quand même un peu moins, mais si on avait 800 images, on va se retrouver avec 150 images qui va nous donner un premier corpus d'images dans lequel on va continuer à les chercher. Et déjà, il y a quelque chose qui se dessine à ce moment-là. Sur ce choix qu'on a fait, qui est pas toujours un choix réfléchi, il y a quelque chose qui commence à se dessiner sur ce qu'on a envie de dire, sur ce qui ressort de ces images. Et après, voilà, en rond concentrique, on élague, on efface, on gomme, et on arrive à quelque chose qui est de plus en plus resserré et qui nous paraît être le bon choix d'editing. Voilà. Et après, il y a plein d'autres intervenants. Il y a la question du texte. Une fois qu'on a ces images, est-ce que le texte est important? Est-ce que le texte peut amener quelque chose? Est-ce que le texte va être en trop? Moi, j'aime bien l'idée, justement, on en parlait pour le livre jeunesse, d'imaginer des livres qui soient un espace ouvert aux photographes, mais qui soient un tout aussi. C'est-à-dire qu'on commence avec une couverture qui déjà raconte quelque chose. On n'est même pas obligé de mettre le titre. J'ai fait des livres, et ça, beaucoup d'éditeurs le font, où il y a juste une image. On met pas en avant le nom du bouquin ou le nom du photographe. On peut le retrouver sur le dos, on peut le retrouver à l'intérieur. Mais j'aime bien cette idée d'un espace qui est vraiment dévolu à cette écriture photographique. Et c'est vrai que parfois, rajouter du texte, ça peut faire une couche supplémentaire qui n'a pas toujours sa place, qui vient à un moment casser quelque chose. Par contre, quand le texte est le bon texte, celui quand le photographe, par exemple, a écrit, moi je crois beaucoup dans l'intérêt d'un texte écrit par un photographe, quand le photographe peut l'écrire, parce que tous les photographes n'écrivent pas non plus. Là, il y a quelque chose qui peut être vraiment, vraiment intéressant. Il faut se poser la question au début du livre, au milieu du livre, à la fin du livre. Est-ce que c'est un texte qui vient chapitrer le livre, structurer le livre? Est-ce qu'il y a besoin d'un texte? Il y a plusieurs livres sur lesquels on s'est dit que non. Faisons confiance aux images, on va pas contextualiser, on va pas raconter trop de choses, et c'est les images et la façon dont on les a ordonnées qui pour nous suffisent à raconter ce qu'on a envie de raconter. Alors ça marche ou ça marche pas. Mais voilà. Donc il y a la question du texte. Alors le texte, faut travailler dessus, faut le faire relire. Donc il y a un correcteur qui va intervenir, faut le faire traduire, parce que de plus en plus l'idée c'est de faire traduire en anglais les textes pour pouvoir essayer de les vendre à l'étranger. À l'intérieur du livre, du coup, les textes. Souvent, ouais. Il peut arriver, ça arrivait quelquefois qu'on ait une version française et une version anglaise. Mais comme dans mes livres, il n'y a pas énormément de textes. Souvent, voilà, il y a les deux textes qui se suivent en français et en anglais. Et puis après, voilà, il y a un énorme travail qui est un travail de photogravure, de préparation des fichiers pour l'impression, qui est un gros morceau, parce qu'on peut vraiment rater des livres si on rate la partie technique, à savoir la photogravure et l'impression.
Et tu travailles toujours avec le même, pardon. Ouais, vas-y. Oui, oui, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour ça, moi, je travaille avec deux personnes. Une personne qui est en Aveyron, qui est un ami avec qui je travaille aux éditions du Rouergue, Cédric Aïol, avec qui on fait certains livres. Et puis, de plus en plus, c'est parce qu'on a une relation très proche avec Guillaume Geneste de la Chambre Noire. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec Guillaume, qui est sans doute un des grands, si ce n'est un des meilleurs tireurs tireurs que ce soit en numérique ou en argentique, et qui sait vraiment préparer les fichiers. Et on travaille aussi avec un imprimeur avec lequel on a l'habitude de travailler, en l'occurrence beaucoup EBS en Italie, et avec lesquels on a maintenant des façons de travailler qui fait que voilà, on arrive à approcher le plus possible du résultat espéré. Et quand on a le livre entre les mains, on est désarçonné. Parce que pendant un an, on a vu un livre sur un écran, un livre très lumineux comme ça, qui se défilait de haut en bas. En fait, on voyait double page par double page, et tout d'un coup, on a un objet sur un papier qui est différent, qui a pas la luminosité de l'écran. On a quelque chose qui est relié, qui est pas à plat. On a quelque chose dont on avait imaginé le format, mais de l'avoir dans les mains, c'est pas la même chose. Donc, il y a toujours au début une première réaction qui est une réaction un peu désarçonnée. Même si on est extrêmement content du livre, il y a quelque chose il nous faut quelques jours, quelques semaines pour profiter pleinement du livre, et surtout attendre les premières réactions des lecteurs. Eux nous permettent aussi de nous faire notre idée, pas de nous faire notre idée parce qu'on a déjà une idée quand le livre arrive, mais ça nous permet de mieux appréhender finalement le travail qu'on a fait. Et du coup, après, la partie distribution, c'est toi qui la réalise ? Alors non. Moi, j'ai longtemps diffusé tous mes livres, donc je passais beaucoup de temps, et j'en passe encore un peu, à faire des paquets, à les amener à la poste, à les envoyer. Non, maintenant, je suis diffusé, distribué par Interart, qui est un diffuseur qui est spécialisé dans le livre d'art. Et donc, il y a déjà pas mal d'éditeurs photos qui travaillent chez Interart. Et après, et qui donc fait le travail avec les libraires, va proposer le livre en librairie et va envoyer le livre en librairie. Mais ça m'empêche pas de faire moi aussi un tour en librairie, d'appeler les libraires que je connais bien et de faire ce travail de surdiffusion qui est nécessaire de toute façon. Et après, il faut appeler les journalistes pour essayer d'avoir de la presse. Donc tout ça, c'est des choses qui se montent d'année en année, petit à petit. Au début, il y avait un article de presse dans un journal, et puis petit à petit, voilà, c'est un petit monde, la photo, tout le monde finit par se connaître, et on fait petit à petit sa place, quoi. Tu travailles encore avec les éditions Le Rouergue, et tu es éditeur avec La Main d'Homme, et on peut voir aussi que tu es graphiste, ou en tout cas que tu as cette expertise. Alors on a monté justement avec Est-ce que tu es aussi indépendant pour d'autres oui. Juste pour aussi comprendre Oui, moi j'ai travaillé pour plein d'éditeurs en étant à mon compte, hein. Donc j'ai travaillé pour Flammarion, j'ai travaillé pour Minerva, pour La Martinière, pour d'autres éditeurs. De moins en moins aujourd'hui, à part les éditions du Rouergue. Et effectivement, on a on a monté une petite structure avec mon ami photograveur justement de l'Aveyron, pour pouvoir proposer un studio graphique, en fait, pour pouvoir proposer soit des livres, soit des produits de graphisme pour la culture en général. Voilà. Mais je dois avouer que si je pouvais, je ne ferais que des projets autour de la photo. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui est pour toi un bon livre ? Tu nous as donné déjà un petit peu des clés, mais s'il y avait quelque chose où tes livres à toi, les livres des autres éditeurs, qu'est-ce qui pour toi est vraiment important ? Un livre réussi, pour moi, c'est un livre qui est habité. Alors, ça veut pas dire grand-chose, hein. Un livre habité, c'est un livre qui nous raconte quelque chose, qui provoque une émotion. Il y a des livres qui sont très bien fabriqués, qui sont très bien imprimés, mais que je trouve un peu glacés, personnellement. Et ça m'intéresse pas. Moi, j'aime vraiment quand, après c'est très personnel, hein, mais quand un livre, encore une fois, on va revenir toujours à cette idée de l'écriture photographique, nous raconte quelque chose. Quand on arrive à, il y a quelque chose de particulier quand même dans le livre avec la photographie, parce que c'est pas comme les autres arts, hein. Faire un livre autour de peinture d'un artiste ou de sculpture, même s'il y a un appareil critique, même s'il y a toute une façon de concevoir le livre intéressante, on sera toujours dans une sorte de catalogue malgré tout. Avec la photo, il y a quelque chose de différent. On travaille avec des séries photographiques
qui font un tout, c'est-à-dire qu'on travaille pas juste sur une pièce iconique, une pièce unique, on travaille sur sur un corpus d'images. Et ce flux comme ça, photographique, qui va défiler pendant qu'on lit le livre, raconte quelque chose. Mais de la même façon qu'on peut lire un roman, qu'on peut lire de la poésie, c'est sont les mêmes choses qui se passent, c'est pour moi dans un livre de photos. Donc un livre réussi pour moi, c'est un livre qui est déjà bien fabriqué aussi, parce qu'on peut vite rater un livre s'il l'est mal, mais c'est surtout un livre, voilà, qui a une âme, quelque chose qui raconte, qui nous laisse pas de marbre, qui n'est pas froid, qui est pas glacé. Donc il y a des éditeurs, moi, qui me parlent beaucoup. Il y a des éditeurs comme Blow Up en Pologne, qui fait des livres que je trouve très beaux et pas que très beaux, très habités justement. Il y a beaucoup d'éditeurs français qui ont beaucoup de talent, quoi. Depuis une dizaine d'années, je trouve que le niveau de l'édition photographique en France, elle s'est vraiment améliorée. On a de très très belles propositions. C'est un milieu très très créatif. C'est pour ça que je suis très content de travailler autant sur les livres jeunesse, qui est très créatif aussi, et le livre photo, c'est une chance pour moi. Et finalement, je les différencie pas tant que ça, quoi. Effectivement, il y a énormément d'éditeurs. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a aussi eu un intérêt pour le livre et pour le livre photo. Mais donc, du coup, ça veut aussi dire sûrement aussi plus de concurrence, ou en tout cas plus de. Enfin, en tout cas, on peut voir que à Arles ou à Paris Photo, les stands des éditeurs sont assez grands. Enfin, en tout cas, ils prennent de la place. Il y a des. Donc, l'édition du livre. Enfin, les livres. Se développe. En tout cas, je pense que et avec aussi une qualité. Donc, quelles ont aussi été un peu, toi, les évolutions que tu as pu voir dans l'édition et les difficultés aussi dans ce panorama qui est quand même assez qui est pas simple. C'est-à-dire que faire des livres et vendre des livres, C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, voilà. Non, ça c'est un autre problème. On en parlera peut-être un peu après. Il y a toute l'économie du livre qui est particulière, mais oui, il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que il y a très peu de gens qui achètent des livres photos finalement. Il y a une part de gâteau qu'il faut qu'on se partage entre tous les éditeurs et certains éditeurs étrangers qui sont bien implantés en France aussi. Mais bizarrement, il y a de plus en plus de livres photos et de plus en plus d'éditeurs. Et de plus en plus d'éditeurs de qualité. Donc j'espère qu'à terme aussi, ça va ouvrir à un public plus large la possibilité justement d'aller découvrir le livre photo. Après, il n'y a pas de concurrence. Il peut y en avoir sans doute entre certains éditeurs, évidemment, mais moi je trouve qu'on a, et c'est peut-être l'occasion de parler de France Photobook, qui est une association qui maintenant a quelques années et qui depuis quelques mois regroupe maintenant 30 éditeurs photographiques. Donc pas la totalité des éditeurs de photos en France, mais une très très grande partie, en tout cas oui, peut-être 80-90% des éditeurs qui font régulièrement des livres, qui font pas qu'un livre par-ci par-là. Et il y a quelque chose d'assez historique dans France Photobook, c'est que ce sont les éditeurs eux-mêmes qui travaillent ensemble dans des commissions pour un combat commun qui est le fait de mieux faire appréhender ce que c'est que le livre photo, mieux faire connaître la spécificité du livre photo, encore une fois. Et du coup, on est amené à travailler ensemble. Et ça, c'est une richesse absolue, quoi. Parce que plutôt que d'essayer d'avoir une place, quitte à ce que les autres on est moins. On fait les choses ensemble pour promouvoir tous ensemble le livre photo. On partage, on mutualise comme ça aussi nos idées, nos connaissances. Et ça, je trouve ça vraiment assez beau, ouais. C'est quelque chose de très stimulant de pouvoir travailler tous entre nous, de se rencontrer, et ça évite que comme ça il y ait des jeux de concurrence qui fait qu'on s'entraverait les uns les autres. Voilà, c'est quelque chose d'assez, je dis historique parce que j'ai jamais vu ça dans le livre jeunesse, j'ai jamais vu ça dans la littérature. Il y avait eu une idée de faire comme ça au niveau du livre d'art avec le Midi du livre d'art, mais qui avait pas vraiment marché. Et où les éditeurs ne travaillaient pas vraiment ensemble en commission. Là, il y a une commission qui va s'occuper de la librairie, par exemple, où on a créé un prix du livre des libraires.
on fait une revue on essaie de faire une revue par an pour présenter un petit peu les nouveautés des livres photos et aussi les dessous de l'édition, qu'est-ce que c'est, et parler un petit peu de notre métier. Voilà, il y a une commission qui s'occupe des partenariats, il y a une commission qui va s'occuper de l'éducation à l'image, notamment dans les IUT, métiers du livre ou autres. Donc voilà, on essaye tous ensemble, en mettant la main à la pâte, de se battre pour un enjeu commun, qui est de permettre aux livres photos d'exister mieux, plus facilement. Quelles sont les autres actions menées par France Photo Book? Il y avait ça, il y avait tout le travail qui se fait auprès du ministère de la Culture. On a été très aidé par le ministère de la Culture. On essaye de se poser la question de l'international, comment on peut se rendre visible. C'est ça que j'avais en tête. Voilà, l'international, ça c'est un chantier qu'on essaye de lancer en ce moment. Il y a des premières pistes peut-être qui vont. Alors voilà, on va pas tout révolutionner en 6 mois, mais voilà, pierre après pierre, il y a peut-être des choses qui peuvent nous permettre d'arriver en Asie de façon plus visible, d'arriver aux États-Unis de façon plus visible, de mieux diffuser nos livres aussi à l'international, puisque c'est vrai que le livre français est très peu diffusé à l'international, alors qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans le livre photo en France. Alors il y en a dans plein d'autres pays, hein. Il y a des éditeurs comme Anomalas en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Angleterre, aux États-Unis, mais il y a une concentration quand même d'éditeurs en France. Parce que loi du prix unique du livre, par exemple, qui a sauvé beaucoup de librairies et qui permet aux éditeurs d'être soutenus, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. C'est vraiment une particularité française, parce qu'il y a un soutien des régions de plus en plus important, ce qui n'est pas le cas non plus dans beaucoup d'autres pays, ce qui fait que d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'éditeurs étrangers maintenant qui rêvent de venir en France, qu'ils soient italiens, espagnols ou polonais. Parce qu'il y a un marché aussi qui est beaucoup plus développé en France, par exemple, qu'en Espagne, mais parce qu'il y a des librairies et des libraires qui défendent les livres. Il y a moins de librairies en Espagne, en Italie, en Allemagne, bien sûr. C'est une particularité française, ça. Et ça a été permis grâce à la loi du prix unique de langue, qui fait que une librairie ne peut pas vendre à moins de 5%, faire une remise de plus de 5% à ses clients, qu'on soit la Fnac ou qu'on soit une petite librairie indépendante. Non, mais je trouve que c'est assez beau. Enfin, en tout cas, c'est assez fort de pouvoir effectivement se dire qu'on se réunit, on parle, on échange, Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que je trouve que de temps en temps, on parle de France Photo Book pour des événements ou pour des actions. Enfin, je trouve ça assez chouette, assez beau, parce que je pense que dans le monde de la photographie, c'est pas si simple de se parler. Enfin, j'ai l'impression que dans d'autres domaines, c'est pas toujours c'est pas si simple. Donc je soutiens. Je trouve que c'est assez chouette que ça existe, et moi je trouve ça très stimulant, très intelligent, et très. On avait tout intérêt à faire ça. Maintenant, beaucoup d'éditeurs. On est déjà 30, donc c'est pas évident de faire travailler 30 éditeurs ensemble, mais beaucoup d'éditeurs avaient cette envie-là aussi de venir au sein de France Photo Book pour discuter ensemble. On n'est pas seul, on est souvent des petites structures quand même, hein. Il y a quelques structures qui sont avec beaucoup de salariés, quelques salariés, mais la majorité des maisons d'édition, c'est 1 ou 2 personnes qui se payent pas souvent, qui ont un autre métier à côté. Donc on a tout intérêt à essayer de faire les choses ensemble pour agrandir un petit peu justement cette part du gâteau. Alors l'expression est pas très jolie parce qu'elle est que commerciale. Non, mais mieux faire entendre ce que c'est que le livre photo, et parce que je pense que pour la majorité des gens, un livre photo, c'est un catalogue de jolies images. Mais c'est normal, il n'y a pas cette culture-là. Donc peut-être que des gens ont peur aussi du livre photo, des gens qui sont pas habitués. Il y a quelque chose qui est peut-être pas complètement évident. Mais si on arrive à habituer un petit peu les lecteurs à différents types d'écriture photographique, ils se rendront compte qu'on peut se laisser aller, comme dans la poésie, comme dans la littérature, et faire un voyage avec ces livres. Tu nous as parlé de l'économie. Enfin, en tout cas, tu l'as juste cité. Est-ce qu'on pourrait revenir sur
l'économie dans le livre photo? Oui, le livre photo par définition c'est pas rentable. Donc on gagnera pas d'argent en faisant un livre. Je parle de façon très globale, hein. Évidemment, il y a quelques livres qui marchent mieux, et puis après il y a tout ce qui est coédition. Mais un livre photo, c'est quelque chose de très cher à fabriquer parce qu'il y a des beaux papiers, parce qu'il y a de la photogravure, parce que on travaille avec des imprimeurs qui sont relativement chers aussi, parce qu'il y a une spécificité à faire du livre photo. C'est très cher à fabriquer. Ce sont des petits tirages, parce qu'il y a très peu de gens qui achètent les livres photos, à part les photographes et quelques éditeurs. Ce qui fait que ces petites quantités de tirage fait que le livre est vraiment hors de prix. Pour ce qui me concerne, un livre photo, entre simplement la fabrication d'un livre photo, ça va osciller entre 13 et 18 000 euros pour faire un livre. Quand on sait qu'à côté de ça, on va donner en librairie entre 53 et 60%, enfin aux diffuseurs, distributeurs, libraires, et qu'on a à peu près 33% à payer un tiers à payer à un imprimeur, à peu près, puisqu'on va multiplier, moi je vais multiplier à peu près par 3 ce coût de 15 euros, et même pas, parce qu'il faudrait être à 45, 50, et on perd de l'argent dès qu'on est en librairie. Donc ça veut dire que il faut vendre un petit peu par soi-même, sur des sites, sur des salons, et puis il faut aller chercher des financements. On a besoin des libraires, hein, je veux dire, on gagne pas d'argent en librairie, c'est une réalité, mais on a besoin des libraires parce que c'est eux qui vont diffuser notre livre, c'est eux qui vont montrer, qui vont le rendre visible. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Puis c'est eux qui sont avec les lecteurs. Donc c'est vraiment un rôle essentiel, le libraire. Mais ça veut dire que l'éditeur, il va devoir trouver des solutions pour financer le bouquin. Donc on a certaines régions qui nous aident. Moi, j'ai la chance d'être aidé par Occitanie Livre et Lecture, qui est le centre régional des lettres, l'Office du livre ou l'Agence du livre en Occitanie, qui m'aide sur certains livres et qui me soutient. Sans Occitanie Livre et Lecture, moi, j'en serais pas là. Donc, la plupart des régions aident les éditeurs. Moi, en Île-de-France, c'est plus compliqué. On se bat aussi pour faire reconnaître que le livre photo a le droit d'être aidé aussi par le CNL, alors que le CNL considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de texte dans un livre ou qu'il n'y en a pas 50%, le livre n'a pas vocation à être aidé. Alors que moi, je parle d'écriture photographique, encore une fois. Mais petit à petit, voilà, les choses vont changer, j'espère. Voilà, les choses vont évoluer petit à petit. Et après, on peut aller voir des fondations, on peut faire des crowdfunding, on peut faire plein de choses. Alors, il y a un tabou un petit peu dans le livre photo, c'est que le photographe est pas la personne la mieux payée, et c'est même parfois quelqu'un qui doit payer pour faire le livre. Ça se dit pas beaucoup, mais c'est une réalité. Moi, je le fais pas. Moi, je considère que quand le photographe va dans un voyage va faire un reportage, moi, je lui donne pas d'argent pour qu'il paye ses pellicules ou ses billets d'avion. Maintenant, voilà, le livre photo n'étant pas rentable, il faut trouver des solutions. Et si les collectivités ou les fondations ne donnent pas d'argent, ça pose un problème. C'est pour ça qu'on se retrouve, et on peut le comprendre, mais avec des photographes qui, des fois, sont amenés à financer une partie du livre par des crowdfunding ou des choses comme ça. Et t'as juste dit le mot coédition. Alors la coédition, voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait développer, c'est d'essayer de trouver des éditeurs dans un marché qui n'est pas le marché européen, parce que grosso modo le marché européen c'est la même chose que le marché français, hein. On retrouve en France les bouquins suédois, les bouquins anglais, les bouquins allemands. Alors ça arrive qu'il y ait des coéditions entre des éditeurs qui sont européens, mais bon, ça c'est pas si courant que ça. Non, l'idée, ça serait de pouvoir faire des coéditions avec des pays plus lointains, avec un autre marché, comme les États-Unis, comme l'Asie, comme d'autres pays, et de pouvoir du coup tirer plus fort les livres, donc avoir un coût de revient qui soit moins haut, et de pouvoir être plus rentable sur les livres, de partager un petit peu les risques. Et ça se fait pas beaucoup ou ça se fait, les gros éditeurs ont plus le réseau pour faire ça, mais c'est vrai que pour des petits éditeurs, moi j'ai fait une coédition avec les États-Unis pour un livre qui s'appelait Antebellum de Gilles Morat, aussi parce que Gilles Morat connaissait très bien les éditeurs américains. Et après j'arrive à vendre aux États-Unis avec des partenaires 300, 400 livres parfois.
C'est assez rare. Mais voilà, j'essaie de développer vraiment de plus en plus cette réflexion autour de comment les livres pourraient sortir du marché européen et pourraient se vendre à l'étranger via des sites de vente en ligne. Il y en a beaucoup en Asie, par exemple, aux États-Unis, au Portugal, même en Angleterre. Voilà, donc essayer de diversifier un petit peu aussi les réseaux de diffusion. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions, là, comme ce que tu nous dis sur la co-édition avec d'autres éditeurs? Est-ce qu'il y a d'autres évolutions que tu pourrais voir pour le futur, voilà, pour participer pour que le livre photo continue à se développer? Est-ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres idées, peut-être des choses auxquelles vous parlez à France Photobook entre vous? Est-ce quelles sont un peu les autres, oui, on en les parle autres entre évolutions? nous. Ça va de trouver un transporteur qui nous prend pas 1 500 € pour envoyer 500 € de livres en Chine, par exemple. Ça peut être comment on peut peut-être travailler avec les alliances françaises, les instituts français à l'étranger. Voilà, c'est une réflexion qui est longue, qu'on commence à engager. On essaie de voir quelles sont déjà les expériences de chacun en la matière, quelles sont les idées de chacun et comment on peut ensemble, encore une fois, essayer d'être représenté. Par exemple à New York sur un festival du livre photo ou autre. Voilà, il y a comment on peut mais même regrouper, c'est tout bête, mais regrouper tous les livres sur une palette pour que ça parte en un seul envoi plutôt que de faire partir 10 éditeurs ou 15 éditeurs séparément qui vont faire partir séparément leurs livres et ça va coûter très cher. Donc voilà, c'est des choses pour l'instant très factuelles, très on n'a pas encore un horizon très clair, mais on essaie de se pencher vraiment sur la question. Et en tout cas, c'est une idée qu'on a lancée il y a quelques temps et tous les éditeurs sont très intéressés et très pour essayer d'avancer sur ces questions-là, quoi. Vraiment. Et quels sont les projets présents ou futurs de La Main Donne? Guillaume avait parlé des éditions Ricochet. La collection Poursuite et Ricochet. Ouais. Poursuite et Ricochet. Ouais. Voilà, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler des parce que du coup j'ai l'impression que c'est des collections que tu non que pas tu du tout lances, non normalement moi j'étais vraiment sur des one shots, c'est-à-dire un livre, un projet, un format, pas cette idée de collection. À chaque fois essayer de réfléchir à la forme qui va convenir le mieux à chaque projet. Donc là, dans ces livres-là, je viens de sortir il y a quelques semaines un livre avec Lorenzo Castor qui s'appelle Fièvre. Très beau livre que je vous conseille d'aller voir et puis surtout de vous précipiter à la galerie S puisqu'il expose à partir de ce soir à Paris ce travail à partir du Fièvre. 12 mars. Voilà, il y aura cette année encore un livre avec Gilles Roudière qui avait fait Trova, qui avait reçu le prix HIP de la monographie artistique il y a quelques années. Il y aura un livre, Wild Rose, de Gabriel Duplantier, qui avait fait Volta et Terre Basse. Volta, qui a été un livre très, très important, qui a, je veux pas dire qu'a lancé, mais qui a eu un écho très fort au sein de ce petit monde de la photo. Et un livre avec Bernard Plossu, sur ses plus belles années, passées en Andalousie, qui va être un livre différent des livres de Bernard, même s'il en a fait déjà plus de 200 à lui tout seul, dans le sens où c'est un livre qui s'est construit un petit peu comme lui fait de la photographie, c'est-à-dire de façon complètement libre. On va mélanger la couleur, la noir et blanc, le fresson, les formats différents, et qui sera presque pour lui, entre guillemets, une sorte de manifeste sur ce qu'est la photo et ce qu'est la famille. Mais pour lui, c'est indissociable. Donc un très beau livre qui va s'appeler Mucho Amor et qui sortira aussi pour Arles. Et donc à côté de ça, donc il y a une collection, puisque je travaillais jamais en collection, mais on a fondé avec Guillaume Geneste justement une collection qui s'appelle Poursuite et Ricochet et qui s'amuse à allier la photographie de famille et la littérature. Donc le principe est simple, c'est un principe que Guillaume Geneste avait mis en place parce qu'il avait fait ce travail de recherche depuis plusieurs années de tout ce qu'il pouvait trouver qui relevait des photos de famille, de sa famille auprès de ses oncles, de toute sa famille. Et il avait choisi 12 images
12 images qui vont de la plaque de verre du 19e siècle jusqu'à la capture d'écran aujourd'hui, en passant par le photogramme, la petite photo crantelée, déchirée parce que voilà, qui avait été découpée pour X raisons. Et il a fait 12 très très beaux textes, vraiment des textes très sensibles, très beaux sur qu'est-ce que c'est que de se retrouver en face de cet objet si particulier qu'est la photographie de famille. Et voilà. Et pour un tireur, c'était pas étonnant qu'il soit sensible à l'objet, évidemment, puisque son travail, c'est quand même au final qu'il y a un objet photographique. Donc ça a été le lancement de cette collection, et puis tout de suite on s'est dit il faut ouvrir cette collection à d'autres voix, d'autres écritures, puisque finalement ce sont des histoires particulières, mais ce sont aussi des choses qui sont communes à tout le monde, qui parlent à tout le monde. Et moi j'ai tout de suite pensé à Marie-Hélène Lafont, qui est une autrice que j'aime beaucoup, et j'ai eu la chance de l'appeler au moment où elle était en train de vider la maison de famille, puisque ses parents étaient décédés les années précédentes, et elle était retombée sur une enveloppe ou une boîte, je sais plus, dans laquelle il y avait toute une série de photos qu'elle avait déjà entrevues plus jeune, mais qu'elle a redécouvert à ce moment-là de son père quand il faisait son service militaire pendant la guerre d'Algérie, mais au Maroc. Il était planqué, il était jardinier du colonel, et là elle a découvert un homme qu'elle connaissait pas. C'est-à-dire qu'elle avait connu toujours un homme austère, un homme amputé de la joie, comme elle dit, un homme dur, un homme qui était pas aimant, qui ne montrait pas en tout cas le moindre sentiment. Et elle découvre un homme qui aime la nonchalance, qui rigole, qui est très sociable, qui fait du vélo, ce qu'il avait jamais fait, qui se met en maillot de bain pour aller sur la plage. Et voilà, et c'est cette interrogation-là sur lequel elle a écrit, et qui de toute façon émaille toute son œuvre, c'était une autre vie. Pourquoi cet homme a fait le choix de revenir et d'avoir une autre vie que celle qu'il aurait pu avoir. Et derrière, du coup, on va lancer avec d'autres. L'idée, c'est d'avoir pas que des gens qui écrivent, qui sont des écrivains ou des écrivaines, mais on peut aussi avoir des photographes. Donc les prochains, ce sera encore Bernard Plossu et Françoise Huguier. Françoise Huguier qui écrit pas directement, mais qui a retrouvé toute une série de lettres échangées entre sa mère, son père et ses grands-parents maternels, qui s'opposaient au mariage des deux jeunes. C'est assez édifiant. Donc ils sont accompagnés de photos de famille, et derrière il y aura des gens comme Emmanuel Lambert, et puis plein d'autres voix qu'on a contactées, mais sur lesquelles on peut pas encore donner de nom, puisque c'est pas encore complètement fait. Tu sors à peu près combien de livres par an? Normalement, je sortais 2 livres par an, et c'est vrai que là, entre des livres de commande, qui se font en partenariat, par exemple avec le Château d'Eau, je fais un livre par an avec la galerie du Château d'Eau à Toulouse, avec Magali Bléné et Christian Cojol. Je sors 2 à 3 livres d'auteurs, on va dire. Bon, cette année 4, puisque le livre de Lorenzo Castor était prévu un peu plus tôt, mais on l'a décalé. Et puis, entre 2 et 3 livres de la collection Poursuite et Ricochet, si tout va bien. Donc là, on est à 7. On est à 6 ou 7 livres, qui est vraiment un maximum pour moi. Oui, ce qui est un maximum. Ouais. Sur 12 mois de l'année. Avec un deuxième boulot, quoi. En plus, à côté. Donc, oui, non, on est vraiment là, j'atteins le maxi, je peux pas faire plus. Ni financièrement, ni en termes de temps. Il faut du temps pour faire les livres. On peut pas le faire en un claquement de doigts. Si on veut, moi, en tout cas, si j'ai besoin de temps pour faire les livres tels que je les entends. Bien sûr, il faut du temps pour faire. Il faut du temps aussi comme ce qu'on se disait, de maturation, de voir les images, les revoir. Donc, effectivement, ce temps, il peut pas être compressible, quoi. Donc là, 6-7, ça va être 2024 va être une année. 2024 va être une année hyper excitante. Parce que oui, sont des auteurs. Lorenzo Castor est un nouvel auteur, mais un peu de cette famille qui se connaissent tous, tous ces photographes, Gabriel Duplantier, Gilles Roudière, Lisa Resnick, c'est la même famille de photographes. Et oui, retravailler avec Gabriel Duplantier, qui est un peu, j'ai envie de dire ma petite sœur, mais on grandit ensemble depuis qu'on a fait Volta. Elle comme photographe, moi comme éditeur, on est très proches. De refaire un 3e livre qui répond à son second livre aussi, parce que j'aime bien cette idée aussi où les livres suivent un auteur, parce que de livre en livre, il y a une œuvre qui se construit aussi. Ça, je trouve ça génial. C'est pas le cas avec tout le monde, mais c'est le cas avec Julien Coquentin, par exemple, avec qui on a fait déjà 5 livres, avec Gabriel. Avec Gilles Roudière, qui a été un livre très important aussi, Trova.
on va faire Soledades, qui est où on sent l'évolution du photographe aussi. Donc j'aime bien cette idée aussi. On peut suivre l'œuvre d'un photographe à travers ses livres. C'est pour ça que j'aime bien même si être fidèle à mes photographes. Évidemment, ils feront des livres aussi autre part, mais j'aime bien qu'il y ait une œuvre qui se construise dans la même maison un petit peu. Qui se construit à deux aussi. Et qui se construit à deux, voilà, vraiment. Vraiment, tout l'intérêt pour moi de faire des livres photos, c'est de travailler à deux. Si je devais travailler seul, je le ferais pas. C'est vraiment... moi, en plus, je suis en Aveyron, donc les photographes viennent à la maison, ils passent 4 jours, 3 jours, 4 jours, parfois plus, une fois, 2 fois, ils rencontrent le reste de la famille, là, Manoda. On fait pas que parler de livres, on va se promener, on boit des coups, on parle de la vie. Et ça permet aussi d'avoir... tous sont pas des amis proches, mais ça permet d'avoir une sorte d'intimité qui fait que peut-être c'est plus facile ensuite de se comprendre quand on fait un livre ensemble. Et ça, c'est le plus riche pour moi. Moi, c'est vraiment... comme le dit toujours Guillaume Geneste, et qu'on aime bien répéter tous les deux en hommage à Denis Roche, et je suis sûr qu'il l'a dit quand vous l'avez interviewé, ce qu'il y a de formidable dans la photographie, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc les rencontres, entre autres, la littérature, tout le reste. Ma dernière question est, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes, du coup, ma question sera en deux temps. Pour des personnes qui souhaiteraient être éditeurs photo, première partie, et l'autre pour des photographes qui souhaitent faire des projets avec des éditeurs. Donc voilà, une question pour des éditeurs futurs et pour des photographes ou des commissaires, mais en tout cas des personnes qui souhaitent travailler avec des éditeurs. Par exemple avec toi, quels seraient un petit peu toi les conseils que tu pourrais avoir pour ces déjà deux pour publics? un éditeur, je pense qu'il faut pas se lancer tout de suite dans le livre photo parce que c'est quand même un des plus durs à faire parmi les livres. La littérature, bon, faut avoir une expérience ou quelque chose à dire sur le travail d'un auteur, mais d'un point de vue technique, je parle essentiellement de ça. Ça peut venir assez vite. Un éditeur photo, il va avoir beaucoup plus à réfléchir sur la forme, sur le graphisme, sur les papiers, sur la fabrication, sur la photogravure. Donc il y a déjà se lancer sur un livre photo, ça peut être casse-gueule, à moins d'être très aidé par un imprimeur. Bon, voilà. Donc je pense que c'est les gens qui sont aujourd'hui éditeurs photo, c'est des gens qui ont déjà une expérience de l'édition avant. Ils viennent pas voilà, je pense qu'ils sont pas tout neufs, je pense. Hein. Il y a sans doute des exceptions, mais et puis pour un photographe, je sais pas. Tu dois recevoir, varié. toi, Oui, je passe mon temps à refuser mais comme tous, on reçoit d'ailleurs peut-être un peu tous les mêmes les mêmes projets. Non, il y a beaucoup de bons photographes. Moi, je passe mon temps à refuser parce que de toute façon, déjà pendant les 2 prochaines années, j'ai mon planning qui est plein et puis des envies avec d'autres photographes que moi, je vais peut-être aller contacter. Donc, pour l'instant, c'est jamais arrivé qu'une proposition arrive chez moi et que je l'édite. Parce que c'est un petit milieu, on se connaît aussi beaucoup, donc on se rencontre et on se connecte de façon différente. Après, par contre, je suis beaucoup de photographes qui m'ont envoyé leurs projets. Et peut-être que dans 5 ans, dans 6 ans, on fera un livre ensemble. Donc il y a toujours un suivi qui est important, par contre. Donc du coup, ils t'ont envoyé, ces photographes que tu suis, ils t'ont envoyé un mail, par exemple, avec leur portfolio? Oui, c'est ça. Ça peut être un PDF, ça peut être juste une succession d'images, ça peut être, et ça peut importe, des choses déjà très maquettées, ça peut être presque d'être trop maquetté. Des fois, pour un éditeur, c'est un petit peu enfermant parce que il y a déjà un angle qui est très très marqué. Bon, mais on sait faire la part des choses. Oui, ils envoient des propositions et puis il peut y avoir des lectures de portfolio aussi. On peut se rencontrer dans des moments comme ça. Mais c'est vrai que pour une structure comme la Main-Donne qui fait que 3 livres de monographie par an, c'est compliqué de trouver de faire entrer de nouveaux photographes qu'on n'a pas déjà repérés ou qu'on connaît pas déjà. Mais ça arrive. Et les liens, ou en tout cas le suivi que tu peux avoir avec certains photographes peut aussi, être transmis à ton réseau. C'est que ça. Bien sûr. Oui, parce que je me rends bien compte que tous les livres que j'édite sont des livres qui vont tous dans le même sens, même si c'était pas si c'est dans la même direction, même si c'était pas quelque chose qui était prévu, mais a posteriori, quand je regarde un peu le catalogue, je vois que il y a une famille de photographes quand même. Alors, il y a
pas que des photographes comme ça, très intimistes. Il y a des gens différents aussi. C'est pas la même chose quand on regarde Gabriel Duplantier et Julien Coquentin, mais en tout cas, tous vont dans une forme d'intimité. Et après, ce qui est magique, c'est la diversité des approches dans cette intimité, quoi. Et c'est ça qui me plaît, moi. Merci David pour cet entretien, pour le temps que tu as pris pour nous dévoiler un petit peu l'envers du décor de ta maison d'édition, sur tes projets futurs, sur les conseils que tu as pu nous donner. Merci à toi. Et du coup, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast de se renseigner, d'aller voir ton site où on peut voir tous les livres, et d'aller aussi à la galerie S. Voilà. Voir l'exposition de Lorenzo Castor, Fièvre. Exactement. Eh ben, merci Marine de m'avoir invité. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. En note de cet épisode, vous pourrez retrouver un lien d'inscription pour recevoir très prochainement une newsletter avec des contenus exclusifs sur le podcast. Aussi, vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!